Réflexion citoyenne 12. Pouvoir central et sommet de l'État. Sans prétendre à une exhaustivité réflexive, de fait impossible, et dans l'attente du développement des dimensions socio-économiques et culturelles qui feront logiquement l'objet des 2 prochains livres des Tempérants, la traversée profitable déjà effectuée grâce aux précédentes réflexions nous permet de visualiser beaucoup plus concrètement les progrès sans précédent qu'autorisera la mise en place de la démocratie locale directe en tant que fondation d'une république enfin juste, libre et responsable, à vocation d'autant plus universelle que l'essentiel de sa force puisera la sève du génie citoyen jusque dans ses radicelles les plus fines, par le biais d'une autogestion communale aussi complète que possible, tandis qu'une solidarité minimale prioritaire garantira enfin à chacun les mêmes droits et devoirs humains fondamentaux, en termes socio-économiques, autant que culturels et politiques. 1. Pouvoir central et parcours légiférant. À la tête de chaque pays, le pouvoir central, au sens le plus large du terme, s'est historiquement construit sur la domination des peuples et des individus par la force des armes, de la propriété, de la religion, de l'idéologie ou de quelque autre richesse financière, et se maintient hélas encore de nos jours à force de conditionnement éducatif, de propagande médiatique et d'affirmation d'une supériorité relative via la désignation de n'importe quel ennemi intérieur ou extérieur. Malgré une évolution certaine en direction des droits démocratiques, obtenus de haute lutte par les générations de sujets et de citoyens qui nous ont précédés, force est de constater que l'actuelle pseudo-démocratie, peu à peu octroyée par les élites, a bel et bien atteint ses limites historiques et ne soutient plus la comparaison face aux nombreux avantages d'une démocratie intégrale, car directement citoyenne, désormais à portée de main. Au regard de cette perspective délodiste, l'État classique n'est plus la source unique du pouvoir républicain et n'a plus aucune raison d'être le centre de la toile d'araignée qui piège les citoyens comme des mouches, irradiant son autorité faussement démocratique depuis une capitale démesurée, à la façon des réseaux ferroviaires ou autoroutiers de la France d'aujourd'hui. En effet, dès lors que les citoyens pourront s'autogérer aussi localement que possible, et puisque l'essentiel des initiatives proviendra des propositions et autres expériences locales ou régionales, les besoins d'administration centrale seront réductibles à leur plus simple expression. Contrairement à la situation actuelle, héritée des aléas d'une histoire foncièrement autocratique, hélas trop légèrement édulcorée par le trompeur privilège du devoir d'élire de soi-disant représentants, la prise de décision directement citoyenne, y compris en situation semi-référendaire ou échantillonnée, permettra, comme on l'a vu, d'inverser la flèche du pouvoir dans le meilleur sens possible, du bas vers le haut, transformant de facto tous les pouvoirs centraux en superdélégués individuels et collectifs, dont la tâche sera de promouvoir et d'encadrer l'expression majoritaire à l'échelle nationale, et plus encore d'appliquer à l'ensemble du pays la volonté citoyenne ainsi validée, non sans avoir aussi, comme il se doit, la libre possibilité de soumettre aux citoyens ou à leurs représentants échantillonnés toute autre proposition d'initiative nationale jugée pertinente. Dans un tel contexte, le pouvoir central et ses administrations seront promptement dégraissés de toute la lourdeur parasitaire qui les paralyse aujourd'hui, tandis que nombre de fonctions fictives, de services publics redondants et autres planques honorifiques aussi ruineuses qu'inutiles pour le citoyen laisseront place à une transparence totale vérifiable en continu, réduisant ainsi à néant les risques de gaspillage fonctionnel et de corruption institutionnelle. Mais il est à remarquer aussi qu'en perdant ses privilèges indus en même temps que son actuelle autorité abusive, le pouvoir central ou national gagnera aussitôt, et pour la première fois dans l'histoire, sa pleine légitimité et noblesse de droit intégral, en totale cohérence avec le principe démocratique majoritaire, bien au-delà de l'insuffisante légalité imposée jusqu'à aujourd'hui par une élite minoritaire peu ou prou autoproclamée. Qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale déléguée, des administrations ministérielles ou de la présidence, tous les organes d'envergure ou de fonction proprement nationale seront auréolés d'une force nouvelle émanant systématiquement de la majorité citoyenne, ce qui les garantira d'un respect sans précédent de la part des citoyens et de l'étranger,
au point de faire disparaître à jamais les situations de conflits intra- et intersociétaux qui plombent encore l'histoire des humains dans sa finalité programmée de justice et de paix. En effet, en contexte délodiste, il ne restera plus aucune raison objective de subir l'actuel cercle vicieux de l'accaparement du pouvoir légal par quelques minorités illégitimes, suivi des décisions politiques contraires à l'intérêt majoritaire inhérente à cette usurpation, puis des grèves et manifestations populaires qui en découlent au point de nous paralyser par division, en interdisant toute évolution positive susceptible d'émaner d'un véritable choix majoritaire. Les manifestations pourront toujours avoir lieu pour promouvoir une cause dès lors minoritaire, mais assurément de façon beaucoup plus pacifique, sereine et pédagogique, puisque toutes les décisions nationales seront désormais respectables en tant qu'expression légitime des futures majorités citoyennes, lesquelles seront nettement plus larges que les fausses majorités électorales issues des luttes partisanes, en concordance avec les distributions statistiques reflétées par l'implacable courbe de Laplace-Gauss et ses 80 à 90% de normes centrales, encadrées par 5 à 10% de cas extrêmes ou exceptions. Ainsi, le pouvoir central, tout comme la force publique des policiers, gendarmes et autres CRS, se verra enfin respecté, car ramené à sa seule fonction légitime de garant d'une paix civile devenue juste et d'une loi majoritairement fondée, pour le plus grand bien d'une évolution sans crise, tandis que les réformes prendront leur sens logique de progrès réel ou d'amélioration constante voulue par le peuple, en tant que réponse démocratique aux évolutions multiformes de notre environnement. En situation de démocratie délodiste, la pseudo-division des pouvoirs n'ayant plus de raison d'être, toutes les décisions politiques ou légales, ainsi que le contrôle permanent de leur application au plus haut niveau, constitueront le privilège enfin partagé des citoyens eux-mêmes, aussi directement que possible, soit via la simple addition des décisions communales ou locales concernant les enjeux nationaux, soit par le biais de l'échantillonnage d'assemblées déléguées régionales périodiques, outre le gouvernement d'une assemblée de délégués nationaux dûment mandatés une seule fois pour siéger de façon plus continue. En lieu et place des carrières politiques et technocratiques réservées à une caste de cumulards toujours plus assoiffés de pouvoir et d'argent, une multitude de participations individuelles non renouvelables, se relayant par tirage au sort, atomisera le nouveau pouvoir national entre tous les citoyens jugés aptes à participer selon les critères de compétences appropriés et majoritairement retenus pour se voir ainsi sélectionnés et moyennant une formation préalable minimale, le cas échéant. Alors, le pouvoir central deviendra totalement représentatif de la volonté majoritaire d'un peuple enfin souverain, responsabilisé et entièrement maître de son destin, avec pour fonction d'appliquer sans délai ni obstruction possible l'ensemble des décisions démocratiques de ses néo-citoyens, mais aussi de proposer et d'innover en gouvernant ainsi avec et pour le peuple, sachant que la plupart du temps, sur des propositions concrètes désidéologisées par la liberté individuelle de conscience, les pourcentages majoritaires obtenus auront toutes les chances d'être beaucoup plus larges que dans le cas de n'importe quelle élection partisane ou minoritaire habituelle, ainsi que de la plupart des votes intermédiaires qui en résultent. Par définition, les rouages nationaux nécessaires à la démocratie locale directe pourront se réduire au strict minimum, épargnant ainsi un volume considérable de dépenses devenues inutiles, sans compter les quasi-détournements de fonds publics souvent déguisés en commissions et hautes autorités d'une efficacité plus que douteuse, dont les directions générales sont encore squattées par des favoris grassement récompensés, telles les habitudes royales d'une cour de Versailles. Tout au contraire, l'essentiel des propositions ou initiatives de loi proviendra logiquement des citoyens eux-mêmes, via les communes, les départements, voire les régions, au lieu de tout décider dans le contexte d'une seule Assemblée nationale, fût-elle doublée d'un quelconque Sénat. N'émanant plus de la présidence ni du gouvernement, qui dictent encore leur volonté à une majorité parlementaire non représentative, rendue de la sorte docile par défaut constitutionnel, le pouvoir décisionnel sera équitablement partagé entre tous les citoyens, individuels ou librement regroupés, à chacun des échelons géographiques du territoire républicain. De la même façon, en remplacement des débats politiciens et tactiques devenus inutiles
de par la disparition des élections, ainsi que des élus et des partis politiques en tant qu'accapareurs de souveraineté et miroirs si déformants du portrait national, les pour et les contre de chaque mesure seront débattus directement par le peuple, en son entier comme via son échantillonnage, sur la base de faits concrets et d'expériences probantes, pour atteindre l'échelon national de la législation finalisée correspondante. En effet, à l'exception des initiatives provenant de ses propres membres, une fois ceux-ci mandatés par un tirage au sort, l'Assemblée nationale déléguée, ainsi que ses diverses commissions ministérielles, tout comme la présidence de son côté, ne seront plus la seule source, ni même la source principale de la loi dans son essence politique en tant que choix ou stratégie, mais deviendront très logiquement les exécutants obligés d'une volonté majoritaire préalablement débattue et définie par les citoyens, sur la base d'initiatives testées via l'expérimentation locale ou régionale. Dès lors, les membres de l'Assemblée nationale déléguée pourront enfin se concentrer sur la généralisation d'innovations et de décisions déjà rodées et formulées pour l'essentiel aux étages premiers, et non plus inférieurs, de la nouvelle démocratie, avec la responsabilité du financement des décisions d'envergure nationale et de leur mise en place aussi décentralisée que possible, en respectant, à l'instar de toute autre autorité délodiste, l'obligation d'efficience programmatique selon les priorités définies par la majorité citoyenne. Cela sous-entend que, dès l'échelon communal, toute proposition citoyenne de nature nationale, dûment validée par une majorité locale, se verra automatiquement proposée par sa municipalité d'origine dans le cadre du département correspondant. Si cette proposition communale se trouve ensuite majoritairement validée par la population de l'ensemble de son département, elle a vocation à être débattue nationalement en tant que proposition départementale. Cette nécessaire filtration, toujours opérée en vertu de l'approbation majoritaire, devrait ainsi permettre de promouvoir les propositions de loi ou projets potentiellement les plus utiles pour l'ensemble des citoyens, sans avoir besoin de passer par la filtration supplémentaire d'une décision régionale s'agissant de mesures d'intérêt directement national. Dans ces conditions, très logiquement, le premier rôle de chaque nouvelle Assemblée nationale déléguée, préalablement aux fonctions d'exécution envisagées plus haut, consisterait d'abord à faire valider ou non les propositions départementales par l'ensemble de ces assemblées régionales périodiques, sauf peut-être si les concepteurs de la nouvelle Constitution préfèrent procéder via une mise en commun automatique des dites propositions grâce à une procédure interrégionale décentralisée. Précisément, à ce stade intermédiaire d'une cuisine constitutionnelle à définir en fonction des préférences à venir, il serait prudent d'éviter toute surconcentration risquée des pouvoirs, et le principe de précaution démocratique suggère à ce stade que les régions soient le lieu privilégié de toute décision populaire nationale, non plus en tant que validateur régional de propositions départementales, ce qui serait sans nul doute inutilement redondant, mais plutôt en qualité de décideur référendaire échantillonné en complément, voire en lieu et place, de l'Assemblée nationale déléguée, en dépit du caractère encore approximatif de cette architecture législative, du moins à ce stade des réflexions. De fait, l'Assemblée nationale déléguée, par sa nature citoyenne telle que définie plus ou moins explicitement dans les chapitres précédents, pourrait s'avérer peu ou prou suffisante pour valider toute proposition départementale en décision nationale définitive. Mais la concentration géographique et la permanence de son fonctionnement sur toute la durée d'un mandat, ainsi que l'exclusion technique de nombreux citoyens par le biais des compétences requises à ce niveau décisionnel, induiraient maints risques d'éloignement physique, autant qu'éthique, vis-à-vis des citoyens, ce qui justifie ici l'utilité des assemblées régionales, à usage unique pour mutualiser et entériner les décisions de nature nationale. Les assemblées régionales périodiques devraient être conçues comme autant d'échantillons statistiquement représentatifs, réunis par exemple chaque semestre au minimum, pour confirmer à l'échelon national toute proposition ou autre projet déjà validé par un département, mais aussi provenant des majorités ou autorités régionales, nationales ou même présidentielles. De plus, l'effet de lissage géographique de l'envergure régionale et l'addition nationale des différentes régions autoriserait la réduction maximale des aléas statistiques, en confirmant les assemblées correspondantes
dans un rôle référendaire échantillonné apparemment optimal, a fortiori si chaque validation périodique concerne des citoyens différents, ce qui, hélas, ne saurait être le cas de l'Assemblée nationale déléguée pendant sa mandature. Ainsi, alors que les départements se trouveraient confirmés, de par leur proximité démocratique vis-à-vis du peuple, pour capter, valider et transmettre directement les propositions citoyennes jusqu'à l'échelon républicain, les assemblées régionales se permettraient de remplacer avantageusement l'Assemblée nationale et le Sénat actuel pour les prises de décision nationales et définitives, à l'exception toutefois des mesures, par définition temporaires, à prendre de toute urgence en cas de circonstances aussi critiques que rarissimes. Ceci permettrait à l'Assemblée nationale déléguée de devenir par conséquent le gouvernement de la République, ne serait-ce que via ses commissions ministérielles, dont la direction collégiale éviterait par ailleurs toute personnalisation indue du pouvoir exécutif. Enfin, pour en quelque sorte nationaliser toutes les propositions départementales majoritairement retenues, la multiplicité d'acteurs décisionnels autorisés par la tenue simultanée des votations régionales rendrait impossible la manipulation des futurs élus du sort par quelque lobby, secte, parti politique ou groupe d'influence que ce soit. Ces derniers auraient ni plus ni moins les mêmes droits d'initiative que n'importe quel citoyen isolé ou regroupé en association, et pourraient dès lors librement participer à la vie démocratique via leurs propres propositions et les débats d'idées correspondants, selon leur juste place au sein du portrait culturel d'une nation républicaine enfin devenue démocratique. Dès lors, le parcours national de chaque proposition citoyenne locale semble se dessiner déjà beaucoup plus nettement, en passant par l'étape nécessaire de sa validation départementale pour aussitôt être prise en charge par l'ensemble des régions dans l'optique d'une confirmation nationale. Un tel parcours pourrait être facilement automatisé sur le plan procédural, tandis que la votation semi-référendaire et échantillonnée des régions en assurerait les parfaites transparences et représentativité démocratique. L'organisation nationale de ces événements semestriels, voire trimestriels, imposerait logiquement le calendrier programmatique de l'Assemblée nationale déléguée, tant du point de vue du contenu des lois à appliquer que concernant la priorisation des décisions et budgets correspondants en fonction directe des diverses majorités obtenues par les propositions ou projets de chaque période. Ainsi, une proposition citoyenne, individuelle ou regroupée, pourrait-elle devenir une proposition départementale via sa validation communale préalable, puis un véritable projet de loi nationale validé par l'ensemble des assemblées régionales, et se trouverait dès lors assuré d'aboutir à une application politique par l'Assemblée gouvernementale, promulguant une loi immédiatement applicable. S'ajouteraient à cela les propositions ou projets émanant directement de l'Assemblée nationale, de la présidence, voire des régionalités, le cas échéant. Pour différencier éventuellement les propositions citoyennes individuelles ou regroupées, des propositions émanant d'assemblées constituées, voire des autorités de statut national, il pourrait s'avérer fort utile de parler de propositions institutionnelles dans le second cas. À cet échelon national, toutes les propositions institutionnelles remplaceraient logiquement les actuels projets de loi, dans la mesure même où l'Assemblée nationale déléguée deviendrait de fait le véritable gouvernement de la République via ses commissions ministérielles, dont les propositions et projets, hors cas d'urgence dûment avérée, devraient être systématiquement validés par les assemblées régionales périodiques réunies en session simultanée. 2. Faisabilité et budgétisation. Le nerf de la guerre se résumant aux moyens financiers de toute décision pour la transformer en résultat concret, il serait ici logique que chaque proposition citoyenne nouvelle, quel que soit l'échelon auquel elle se trouve formulée, soit assortie d'une suggestion aussi limpide que possible concernant les moyens nécessaires et le financement proposé. En effet, si bon nombre de lois n'impliquent pas forcément une dépense publique, la plupart des décisions les plus stratégiques supposent des ressources budgétaires, selon diverses formes de contributions citoyennes possibles, ce qui n'exclut ni taxes ni impôts utiles dans la future démocratie délodiste. La principale différence avec tous les régimes précédents, y compris l'actuel, est que désormais, ces obligations citoyennes de bon sens
ne seront plus dictées par une minorité non représentative, avec les travers que l'on observe concernant l'injustice sociale de la plupart des prélèvements ou les détournements d'affectation que favorise l'opacité de tant d'administrations centrales, puisque, pour la première fois dans l'histoire française, la majorité citoyenne arbitrera le volume de toutes les dépenses et les priorités correspondantes en parfaite transparence factuelle et sur le principe d'une publication comptable continue. Dans la mesure où les communes, les départements et les régions pourront s'autogérer aussi complètement que possible. Et grâce à la justice sociale minimale garantie par la Constitution d'Élodiste, les budgets nécessaires à l'échelon national s'en trouveront proportionnellement réduits, et les changements prévisibles offriront non seulement une réduction sensible de nombre d'impôts, taxes et autres contributions, mais plus encore une salutaire et pertinente réaffectation des priorités budgétaires en fonction de la préférence majoritaire, sans compter les économies substantielles découlant du dégraissage d'administrations centrales aussi pléthoriques que redondantes et de l'assainissement financier subséquent de la haute administration. Le train de vie du pouvoir central se verra également réduit au strict nécessaire, à la façon de l'exemple hautement moral des pays scandinaves, tandis que les besoins de replâtrage et de rattrapage induits par l'injustice des décisions politiques habituelles disparaîtront dans des proportions insoupçonnables, s'agissant particulièrement de dépenses sociales, policières, judiciaires ou de santé publique. Autant de raisons évidentes de voir se réduire dans une proportion sans précédent bon nombre de besoins budgétaires nationaux, et ce, d'autant plus que la réorganisation spontanée des priorités permettra désormais de transférer les ressources d'un ministère à l'autre avec la garantie nouvelle d'une optimisation démocratique constante. Ainsi, les propositions et projets de loi validés par l'ensemble des assemblées périodiques et semi-référendaires pourront devenir des décisions nationales, une fois financées et promulguées par l'Assemblée nationale déléguée, afin d'entrer en application par le biais du pilotage administratif des commissions ministérielles de cette dernière. À ce stade décisionnel si crucial, les constituants pourraient dès lors avoir le choix entre 2, voire 3 options possibles. La première possibilité consisterait à faire confiance à la seule Assemblée gouvernementale pour la finalisation définitive des lois et leur application administrative immédiate, à l'exclusion des propositions institutionnelles du pouvoir central ou des régionalités, qui devraient être préalablement validées en projet de loi par l'ensemble des assemblées régionales en session simultanée. La deuxième option éventuelle permettrait à ces dernières d'intervenir seulement occasionnellement en cas de crainte d'abus de pouvoir, voire en cas de désaccord sur le financement d'une loi devenue décision nationale, solution intermédiaire plutôt complexe à mettre en place du point de vue de la procédure. Enfin, la troisième solution possible supposerait que chaque décision nationale, une fois finalisée dans ses termes et dûment budgétisée, soit systématiquement soumise à des votations régionales dès lors obligatoires, afin de devenir effective. Une telle super-précaution systématique supposerait logiquement que les assemblées régionales semi-référendaires, sans doute trimestrielles dans ce cas-là, acquièrent la double fonction de prévoter d'abord les nouvelles propositions de loi majoritairement adoptées aux échelons inférieurs, puis, ultérieurement, de valider ou non, selon leur majorité, les décisions nationales telles que finalisées par l'Assemblée siégeant dans la capitale. Le choix des constituants pourra s'opérer librement en fonction de leurs préférences, quitte à évoluer au regard de l'expérience, l'essentiel étant que l'Assemblée nationale déléguée gouverne via ses commissions ministérielles en ajustant aux contraintes budgétaires du moment chacune des propositions validées par l'ensemble des régions. Mais peut-être serait-il préférable de séparer plus clairement les rôles en laissant tous les pouvoirs législatifs aux assemblées régionales semi-référendaires, pour que l'Assemblée nationale déléguée, devenue dès lors Assemblée gouvernementale, se concentre uniquement sur son rôle d'application des lois et de contrôle des administrations via ses comités ministériels? Outre son nécessaire pilotage politique de la nation par des décisions et projets de loi soumis au même processus de validation? Par ailleurs, puisque tout reste encore possible à ce stade du chantier, la question se pose en filigrane de savoir si les départements français, en tant que micro-régions de proximité, ne pourraient pas encore plus efficacement remplacer les régions actuelles,
a fortiori s'agissant des méga-régions instaurées par la seule volonté d'un François Hollande, lesquelles ne sont que des fiefs élargis en autant de duchés afin d'asseoir les ambitions nationales de leurs présidents respectifs. Les réponses à ces interrogations, parmi bien d'autres précisions encore nécessaires, auront besoin des prochains livres de ces réflexions avant de pouvoir s'établir aussi rationnellement que possible, compte tenu de l'intrication des 4 faces pyramidales propres au puzzle en 3D qui nous occupe. Chaque proposition ou décision politique est un choix dont le contenu qualitatif doit viser l'efficacité optimale par rapport à un besoin collectivement ressenti et compte tenu des moyens disponibles, ce qui suppose une remise en cause périodique des priorités en fonction des circonstances. D'où l'intérêt de propositions citoyennes groupées et réfléchies, permettant de couvrir tous les aspects du problème et de sa solution, y compris donc l'aspect comptable du budget correspondant, sachant que la plupart du temps, ce dernier peut résulter d'un simple transfert de priorité. Outre les citoyens librement associés en clubs de réflexion indépendants, les think tanks et autres partis politiques, tout comme les médias régionaux et nationaux, auront donc un rôle crucial à jouer pour accompagner chaque adulte dans sa participation active à la vie démocratique, tandis que la disparition du système électoral et son remplacement par la votation citoyenne la plus directe qu'il se peut, y compris sous une forme semi-référendaire, changeront définitivement la donne républicaine en interdisant les travers si politiciens, tactiques et démagogiques qu'encouragent jusqu'à présent des systèmes électoraux semi-démocratiques désormais à bout de souffle. La future dépersonnalisation, garantie par l'anonymat du tirage au sort et le principe de collégialité décisionnelle, remplacera l'actuelle comédie de la compétition politique et sa corruption consubstantielle par l'obligation d'un débat aussitôt recentré sur le fond des idées, tandis que ces dernières seront enfin libérées de toute caricature idéologique du seul fait de la nature concrète de chaque proposition et de l'universalité citoyenne décisionnelle devenue enfin prépondérante sur l'ensemble des partis et opinions plus ou moins minoritaires via le respect constant du choix majoritaire. Plus aucun besoin de leaders autoproclamés, de stars politico-médiatiques, ni de conseillers en communication, dès lors que le peuple et ses citoyens anonymes seront devenus le nouveau personnel politique républicain, en l'occurrence constamment renouvelé, et rendu d'autant plus honnête et désintéressé qu'il sera simultanément soumis à sa propre volonté majoritaire et à sa propre transparence comptable. Ce qui est public doit être et rester visible par tous aussi nettement qu'un monument sur une place commune, a fortiori s'agissant de la richesse mutualisée par l'impôt, l'argot sensu, et de ses moindres flux ou autres affectations. Enfin, la faisabilité de la plupart des lois ou projets suscités par l'environnement délodiste, y compris s'agissant de décisions nationales, pourra s'enrichir des expérimentations territoriales préalables, rendues possibles par la libération des énergies et des volontés solidaires, grâce aux avantages stimulants d'une autonomie locale retrouvée. Toutes les conditions seront réunies pour que l'entrepreneuriat social ou collectif puisse s'épanouir pleinement en complément des bienfaits certains de l'entreprise privée, stimulant les citoyens acteurs à se prendre en charge via le tissu associatif, pour peu que le statut correspondant évolue, afin d'éviter les abus scandaleux des fausses associations à but non lucratif, au sein desquelles certains mandataires devenus cumulards se repaissent d'indemnités et autres jetons de présence équivalents à de gros salaires, tout en se proclamant bénévoles. 3. La présidence de la République. Dernier maillon de la République délodiste, la présidence pourra se permettre d'être incarnée par un seul et unique citoyen sans aucun risque d'abus de pouvoir ou de dictature, compte tenu de l'agencement intégralement démocratique des rouages décrits et proposés tout au long de ces réflexions citoyennes. Le grand paradoxe est qu'en perdant sa puissance régalienne quasi dictatoriale, si caractéristique de notre Ve République, la présidence gagnera enfin le véritable pouvoir du respect imposé par sa nouvelle représentativité, tant vis-à-vis des citoyens que dans les relations extérieures, en tant que représentante suprême de la nation, au sens désormais strictement républicain de ce dernier terme. La présidence délodiste, française dans le cas concret qui nous occupe ici, deviendra le réceptacle sommital enfin juste et légitime de la majorité citoyenne,
Loin des personnages jusqu'à présent imposés par le truchement d'élections à 2 tours et selon un choix prédéterminé de candidats de parti, dans un jeu de dupes dicté par les intérêts financiers d'une Europe ultralibérale. De fait, plus encore que pour les élections législatives, l'actuelle procédure électorale présidentielle est tout sauf démocratique, ne laissant aux citoyens que le triste choix de voter contre un tel ou une telle, au terme d'un spectacle désopilant de grands-messes médiatiques à la Nuremberg, de monstrueux gaspillages d'argent public, d'injustes et frauduleux apports d'argent privé, sans compter la pauvreté caricaturale de faux débats démagogiques et vindicatifs, rabaissant ce concours périodique à une foire d'empoigne propre à susciter le réflexe abstentionniste, d'une crise à la suivante. Dans ce contexte, sans surprise, les précautions procédurales de candidature et leurs accumulations de signatures négociées ferment la porte aux citoyens hors système les plus honnêtes, pour ne filtrer que des politiciens de carrière et autres présidentiables eurocompatibles malgré la critique éventuelle de leur discours, offrant le bouquet final empoisonné d'un face-à-face dont l'issue est prévisible depuis le début de la compétition. De fait, soit les 2 finalistes sont issus de partis dits de gouvernement, et leur différence n'est plus alors qu'en termes de paroles mensongères pour une gouvernance néolibérale identique, soit la situation politique résultant à terme d'une injustice sociale devenue trop insupportable favorise une candidature dite populiste, caricaturée en épouvantail au point d'effrayer l'électeur moyen, dès lors pris en otage. D'où l'actuel débat si bien verrouillé qui prétend dénoncer un risque de démocrature, autrement dit, l'avènement possible d'un quasi-dictateur démocratiquement élu par un peuple aussi excédé que désemparé, risque politique certain, mais résultant de la corruption croissante, d'une fausse démocratie et de la grande misère sociale qui va de pair, alors même que la dictature économique d'un ultracentrisme s'est déjà installée depuis si longtemps au palais de l'Élysée grâce à l'aide structurelle ô combien efficace d'une constitution présidentielle largement antidémocratique. Dans le contexte d'élodiste à venir, le président ou la présidente ne sera plus un personnage nécessairement politique dans la mesure où son pouvoir de décision deviendra quasiment nul comparé à la situation actuelle. En d'élodie, comme on peut aisément s'en douter, la position unique et nationale du président lui conférera naturellement une autorité morale particulière, en tant que garant des institutions, mais il ou elle n'aura pour autant aucun pouvoir individuel supérieur à n'importe quel voteur, du fait qu'au final, toutes les décisions politiques nationales seront prises par les assemblées régionales et directement citoyennes réunies périodiquement en mode semi-référendaire. Le rôle présidentiel deviendra donc principalement symbolique et honorifique par le mérite, au travers de la personnification des valeurs démocratiques de la célèbre devise française, tandis que les responsabilités afférentes consisteront à superviser et garantir le bon fonctionnement des institutions nationales, mais sans pour autant intervenir sur le fond, sauf naturellement à titre personnel et libre via toute proposition citoyenne présidentielle pouvant paraître souhaitable, et toujours moyennant validation majoritaire. Sans doute la personnalité nationale choisie par les citoyens aura-t-elle une vision d'avenir propre à la faire sélectionner pour cette haute fonction, mais il lui sera désormais impossible d'imposer quoi que ce soit à la majorité effective du peuple, à la différence quasi systématique de la situation française actuelle, en particulier. S'agissant des relations internationales, le président deviendra de fait le représentant suprême de la République, délégué par cette dernière pour exprimer le choix majoritaire des citoyens et conduire toutes les négociations correspondantes dans ce seul objectif, avec l'assistance des commissions ministérielles concernées. En réalité, comme c'est déjà le cas depuis fort longtemps, les sommets internationaux ne sont pour l'essentiel que de piètres spectacles médiatiques, éblouissants tels des icebergs sous le soleil des projecteurs, tandis que 90% du vrai travail s'accomplit préalablement, en coulisses et en continu, entre ministères, conseillers et autres chargés de mission, fonctions qui seront désormais assurées par l'Assemblée nationale déléguée et plus particulièrement sa commission ministérielle aux Affaires étrangères. Dès lors, la personne incarnant la présidence aura toujours une responsabilité non négligeable en termes de charisme personnel, de convivialité
et de communication entre chefs d'État, mais se contentera désormais de transmettre à ses homologues toutes les décisions prises démocratiquement au nom d'une république délodiste souveraine, tout en collectant symétriquement les nouvelles propositions étrangères pour le compte du futur gouvernement collégial de l'Assemblée nationale déléguée. En devenant ainsi un représentant officiel, sans responsabilité personnelle sur le fond des décisions politiques, le président n'offrira plus l'image surfaite d'un ego dilaté en plein bras de fer contre tel ou tel personnage étranger, sous l'apparence hypocrite d'un pseudo-copinage entre grands de ce monde, et n'aura plus aucun intérêt égoïste ou partisan à défendre, désarmant d'autant plus facilement les manœuvres et sautes d'humeur éventuelles de ses interlocuteurs. Il est en effet pour le moins aberrant que les relations internationales souffrent des travers personnels évidents de la plupart des grands dirigeants de ce monde, que l'abus de pouvoir individuel, doublé de leur caractère, les rendent aussi facilement dangereux que vulnérables selon les circonstances, et que l'avenir des peuples dépende à ce point des humeurs, des affinités et des préjugés d'un seul individu par nation. Ce sont là autant de risques qui disparaîtront rapidement puisque la politique internationale d'une vraie démocratie ne saurait être a priori belliqueuse, tandis que les multiples crises et conflits de ce monde sont précisément le résultat de l'absence de justice et de démocratie, aggravée de la sorte par la surdomination constitutionnelle des dirigeants nationaux. À terme, les nouveaux comportements internationaux induits par le délodisme seront à même de pacifier durablement les relations entre des peuples enfin libérés de toute tutelle indue et de l'endoctrinement idéologique ou religieux qui fonde cette dernière. S'agissant du pouvoir militaire, et compte tenu de ce qui a été mentionné précédemment à ce sujet, il va de soi que le président ne doit plus être le chef suprême des armées, mais seulement associé aux plus hautes autorités militaires en cas d'urgence absolue, telle qu'une alerte nucléaire ou la libération d'otages à l'étranger, est totalement dépendant de la volonté majoritaire des assemblées référendaires régionales pour la moindre intervention militaire extérieure, comme pour tout traité ou engagement stratégique ou commercial impliquant la République. Par ailleurs, le droit de vie ou de mort sur quelque personne que ce soit et la violence inhérente aux actions militaires engagent directement l'image du peuple dans son entier et ne saurait être l'apanage désuet du seul président, comme le démontre en ce moment l'enlisement ridicule de la France au Sahel, suite à la décision inconséquente d'un certain François Hollande qui se proclame encore fier d'assumer, sans le moindre risque ni scrupule personnel, une guerre perdue d'avance au prix de dizaines de morts inutiles et pour un coût quotidien de 2 millions d'euros. En prime ici, ô combien déprimante, ce pouvoir politico-militaire illégitime détruit l'image d'une France idéalement neutre et non alignée à travers une guerre post-coloniale dont l'effet direct se paie en actions terroristes à domicile contre tant d'innocentes victimes, alors que toute ingérence extérieure devrait présupposer une décision internationale et des moyens militaires appartenant à l'ONU. Bien au contraire, la bêtise diplomatique de tels engagements ne fait que conforter le djihad dans un extrémisme conquérant facilement camouflé en anticolonialisme, alors qu'il suffit de laisser les ultra-islamistes arriver au pouvoir pour qu'ils deviennent aussitôt impopulaires chez eux, ainsi que dans la France des banlieues. Mais cette naïveté n'est qu'apparente, sitôt que les intérêts commerciaux sont pris en compte dans l'analyse des faits, aux dépens des citoyens, des soldats et de leurs familles endeuillées. Il ne fait donc aucun doute que toute décision démocratique en la matière ne pourrait qu'améliorer et apaiser les relations internationales en épargnant le sang et l'argent de nos compatriotes, autant qu'en évitant l'aggravation des conflits par quelque ingérence indue, que celle-ci s'avère unilatérale ou minoritairement concertée entre grands de ce monde. Cela dit, le pouvoir le plus abusif du président dans l'actuelle Constitution n'est pas d'ordre militaire, puisque l'argent a remplacé les armes depuis fort longtemps, et les intérêts désormais en cause sont de nature principalement commerciale, industrielle et surtout financière, comme en témoigne la transformation de nos responsables politiques en VRP internationaux et autres agents des lobbies les plus influents, tandis que les énarques de la très haute administration naviguent à vue entre fonction publique et pantouflage privé dans le labyrinthe opaque de l'Europe mondialiste. Par la grâce d'une constitution de plus en plus détournée de ses présupposés éthiques,
le président jouit du pouvoir de nommer de fait tous les cadres de la nation, nonobstant certains garde-fous de pur principe. C'est donc pour lui l'occasion idéale de placer ses camarades de promotion ou de récompenser grassement ses soutiens électoraux, de verrouiller les circuits d'influence et d'orienter les flux d'argent public à l'avantage de sa caste, sans compter le côté obscur de la force et ses réseaux officieux, dont les fonds nettement moins propres servent à s'enrichir toujours plus, tout en préparant méthodiquement les conditions pratiques d'une réélection indispensable pour faire durer le plaisir et retarder les risques d'un éventuel effet boomerang judiciaire. Il suffit de lire tel ou tel organe de presse suffisamment libre et critique pour observer que seulement 15 à 20% des électeurs au premier tour d'une élection présidentielle peuvent déjà suffire pour décrocher le jackpot, et que dans les conditions institutionnelles des scrutins actuels, seuls les opportunistes les moins scrupuleux, dûment adoubés par des monopoles privés d'envergure multinationale, finissent par l'emporter pour ensuite disposer de leur pays et du peuple correspondant comme d'une propriété personnelle, afin de mieux renvoyer l'ascenseur. D'où le démantèlement méthodique des joyaux que constituent les plus grandes entreprises nationales via maintes privatisations, tout en conservant pour les contribuables la partie structurellement déficitaire. Mais aussi la vente ou la concession au privé des aéroports, des barrages et autres autoroutes ou portions de services publics, pour le plus grand bonheur des actionnaires, dont la classe politique fait partie intégrante. Inutile de dire que cette vaste OPA à visage découvert tient plus de la délinquance économique que de la responsabilité politique, et ne saurait être possible dans un avenir délodiste, ce qui impliquera un processus de nomination des futurs responsables administratifs totalement différent, car systématiquement collégial, voire par le biais d'un tirage au sort à partir d'une très nombreuse présélection sur compétences et expérience, elle aussi collégialement et démocratiquement déterminée. 4. Nomination aux hautes fonctions. Avant de considérer le cas particulier de l'accession à la plus haute responsabilité républicaine, force est donc de noter que le pouvoir présidentiel est structurellement abusif dans sa liberté de nommer, de limoger, de placer et de déplacer les grands responsables administratifs, au gré de l'humeur du souverain temporaire, au point de transformer ce véritable fait du prince en un mode de fonctionnement toujours plus antidémocratique, selon des critères si injustifiés qu'ils n'ont plus aucun rapport avec la compétence requise du haut fonctionnaire concerné. Qui plus est, nombre de ces postes politico-administratifs deviennent ainsi autant d'emplois privilèges, parfois même cumulés, rendus quasi fictifs par l'apparente polyvalence des courtisans bénéficiaires, à l'instar des fonctions honorifiques de la cour de Versailles au temps du roi Soleil. Dans la mesure où, la plupart du temps, tout le travail utile est accompli par de vrais fonctionnaires professionnels, même en l'absence d'une tête de proue aussi décorative que ruineuse, il serait pour le moins indispensable de vérifier en premier lieu la nécessité d'une nomination en contexte délodiste et nettement plus efficace de nommer à ces postes temporaires des chargés de mission choisis pour le rapport effectif sur la base d'une expérience spécifique avérée par quelques démonstrations locales, puis micro-régionales ou départementales. La seule solution démocratiquement acceptable pour libérer la société de la toile d'araignée de tant de vil copinage et autres renvois d'ascenseurs sur fond de carnets d'adresses judicieusement remplis, consiste à faire confiance au principe de décision collégiale citoyenne, associé ou non à celui du tirage au sort. Le risque d'erreur de choix ou de critères de sélection inadéquats disparaît en effet sitôt que la décision implique plusieurs personnes, voire mieux encore une assemblée, à plus forte raison lorsque les lauréats s'avèrent démocratiquement tirés au sort sur la seule base d'une compétence adéquate indubitable et pour une direction non renouvelable. Dans un tel contexte, les données les plus factuelles de l'expérience vérifiée du candidat, de sa formation et de ses accomplissements précédents remplaceront aisément les impressions subjectives et autres intérêts égoïstes d'un sélectionneur unique et tout-puissant, supprimant aussitôt toute notion compromettante de dette personnelle ou de faveur intéressée. La collégialité d'un processus de nomination pourrait ainsi se concevoir sous la forme d'un collège, même virtuel ou par courrier, regroupant de nombreux détenteurs de telle ou telle compétence requise, pour choisir en leur sein
la personne la plus appréciée en termes d'accomplissement probant et autres qualités propices concernant le poste à pourvoir, procédé qui pourrait également associer l'Assemblée gouvernementale pour la décision finale, en lui proposant une sélection de plusieurs nominés. Il s'agirait donc là d'un mode de nomination par élection semi-ouverte, ou élargie autant que possible, mais de toute façon sans la moindre candidature officielle, ce qui équivaudrait peu ou prou à une désignation collective spontanée. L'autre possibilité, s'agissant de fonctions plus techniques et de compétences plus usuelles, sans action stratégique ou politique précise, peut consister en un tirage au sort sur la base de nombreux candidats déclarés, voire carrément sur la population de tous les citoyens ayant le diplôme requis ou l'expérience correspondante sans même qu'ils soient candidats. Enfin, rien n'empêche de panacher utilement les deux modes de nomination que représente le tirage au sort et la collégialité de la décision finale, en prévoyant alors une présélection-nomination entre finalistes préalablement tirés au sort, ces multiples solutions possibles s'avérant à coup sûr plus objectives et rigoureuses que les actuels jeux d'influence et autres manipulations. Il va de soi, pour conclure cette section, que les appointements et avantages matériels de ces hauts fonctionnaires, tout comme ceux des commissaires ministériels et du chef de l'État, devraient être fixés et maîtrisés dans leur évolution par l'Assemblée nationale déléguée, sous condition de l'approbation des assemblées régionales, afin d'éviter les abus monarchiques et les gaspillages qui caractérisent notre pays face à ses voisins. De fait, la disproportion des dépenses somptuaires et autres frais de bouche ou de réception de nos huiles pseudo-républicaines constitue un anachronisme révoltant digne des pires excès décadents du XVIIIe siècle, tandis qu'un pouvoir légitimement démocratique n'aura plus aucun besoin de paraître ni d'impressionner pour se sentir fort et respecté. La représentation théâtrale du pouvoir central sous les ors des palais nationaux laissera enfin place à la représentativité authentique de la puissance citoyenne ou souveraineté du peuple, tandis que les grands serviteurs de l'État, qui trop souvent se servent en premier, deviendront ceux de la nation tout entière, dans le vrai sens de la res publica. 5. La présélection présidentielle citoyenne. Au sommet de l'État, la République doit nécessairement prendre un visage humain et s'incarner en une personne digne de ce rôle, ne serait-ce que vis-à-vis des chefs d'État étrangers, mais plus encore pour exprimer, à travers une présence, des discours et des comportements appropriés, la quintessence même du pouvoir citoyen majoritaire dont le président doit être issu, réalité aujourd'hui trop partielle qui prendra dès lors un sens plus profond que jamais en contexte délodiste. Par la vertu d'une démocratie devenue réelle, le nouveau président deviendra enfin la voix et le visage du peuple aux yeux de tous, tandis que la nature morale et sociétale de son pouvoir charismatique dépassera de loin les artifices protocolaires de tous les égaux arrivistes et quasi-usurpateurs qui l'auront précédé, et ce d'autant plus qu'il n'aura pas été candidat autodéclaré pour cette haute fonction représentative. En effet, puisque le principe même du système électoral, malgré ses apparences, est antidémocratique au sens délodiste du terme, force est ici de trouver mieux pour éviter de confier périodiquement, et par défaut, toutes les clés de la République à un chef de gang déguisé en leader de parti politique. Pour ce faire, il faut d'abord reconnaître que le besoin naturel d'identification d'un peuple à un représentant désormais sans pouvoir personnel absolu, ni abusif, supposera pour ce dernier des compétences et des qualités particulières totalement différentes de celles qui sont habituellement encouragées dans le contexte politicien de toute élection de type prédélodiste. Jusqu'à présent, les candidats se déclarent spontanément et s'autoproclament capables de présider à la destinée nationale, avec les multiples risques que l'on sait, ce qui n'attire de fait que des égos surdimensionnés, des psychopathes de l'ambition, des professionnels de la trahison politique, nécessairement soutenus par un parti ou un lobby, fût-il improvisé, et devenant ainsi redevables envers les intérêts financiers et idéologiques correspondants. Comme le montre l'histoire des pseudo-démocraties, ce parcours du combattant favorise les bêtes de scène les plus médiatiques et suppose, pour finalement gagner, des qualités personnelles totalement opposées à celles requises pour bien gouverner après la victoire, précisément parce que l'injustice inhérente au système électoral
crée les conditions d'une usurpation du pouvoir en toute légalité. En quelques mois de règne, les personnages présidentiels aussi mal sélectionnés à force d'intoxication médiatique, de grossiers reniements stratégiques et de langue de bois démagogique, se révèlent être de bien tristes cires, au mieux résignés à la plus honteuse lâcheté devant la puissance de l'argent, au pire associés aux malfaiteurs néolibéraux via le mensonge permanent que trahissent leurs actes face à leurs discours. En résumé, de par leur propre organisation technique, les systèmes électoraux conventionnels condamnent les citoyens à subir le spectacle désopilant d'un sympathique pantin, ou à payer au prix le plus fort la gestion-restructuration désastreuse d'un DRH de multinationales chaque fois plus inhumain. Le principe électoral par candidature filtrée au gré de tractations partisanes doit donc laisser sa place à celui d'une élection-désignation totalement ouverte, c'est-à-dire universelle dans les deux sens de l'électeur et de la personnalité élue, nonobstant la rareté, en termes de proportion, des citoyens populairement pressentis pour mériter et assumer le rôle présidentiel. Aux antipodes du piège artificiellement entretenu par l'absence d'une démocratie digne de la fameuse devise française, la République délodiste devrait permettre aux citoyens de choisir pour président une personnalité reconnue pour ses qualités humaines personnelles, plus encore que pour d'hypothétiques hypercompétences, sachant que le pouvoir de l'élu sera désormais limité à l'indispensable et que la présidence travaillera de concert avec l'Assemblée nationale, profitant au cas par cas de conseils exhaustifs et non plus partisans. Nul besoin d'être marathonien du discours, ni d'afficher une mémoire éblouissante pour devenir président, dès lors que le bon sens et l'honnêteté seront les principales qualités encouragées par la présélection délodiste. De plus, le choix des néo-citoyens se portera spontanément sur des pressentis connus pour la cohérence de leur CV ou expérience passée, la qualité de leur réalisation ou création, ainsi que pour leur solide intégrité, ce qui devrait favoriser la société civile aux dépens de la caste politique professionnelle qui a depuis si longtemps démontré ses limites, pour ne pas dire sa nocivité. Les médias actuels, dont l'influence est si grande qu'un Michel Onfray les a démasqués depuis longtemps en tant que prescripteurs d'opinion, jouent déjà un rôle essentiel dans le choix toujours eurocompatible de tous les candidats présidentiables depuis Valéry Giscard d'Estaing, avec les risques de désinformation que l'on peut constater après coup, c'est-à-dire toujours trop tard, concernant le parcours, les propos et plus encore les intentions politiques véritables des candidats à l'occasion de chaque élection présidentielle. De fait, la concentration croissante des journaux, radios et chaînes d'infos entre les mains de quelques intérêts privés surpuissants, par le biais d'un marché qui n'a plus rien de libéral, constitue le premier obstacle à la liberté comme au respect déontologique de l'information via le risque de censure, voire d'autocensure, ou le matraquage publicitaire imposé en faveur de tel ou tel candidat, avec l'appui de sondages aussi incomplets qu'aléatoires. De plus, la mascarade politicienne dérivant du principe électoral et la course effrénée à laquelle se livrent les partis politiques encouragent la starification artificielle des personnalités en lice, tout autant que la désopilante superficialité d'un pseudo-débat d'idées, souvent caricaturé en quelques slogans et logos publicitaires, tandis que les commentateurs se transforment en autant de concierges pour suivre au jour le jour les manœuvres d'alliance, de trahison et d'opportunisme si caractéristiques de cette compétition suprême. Le résultat, après de longues décennies de fausse alternance et de cohabitation, se mesure désormais à travers la défiance croissante et ô combien justifiée de toute la population envers la classe politique, via un taux d'abstention anormalement élevé et l'extrémisation croissante des opinions, le tout se doublant d'une défiance équivalente envers les influenceurs médiatiques qui ont bon gré mal gré soutenu cette vaste tromperie nationale et périodique. Pire encore, le besoin irrépressible de débattre et de s'exprimer finit dès lors par envahir les réseaux d'Internet en noyant les citoyens de fake news et autres infox, dont le contenu de plus en plus violent est à l'image de la réalité sociale néolibérale. À bien y réfléchir, ce ne sont là, hélas, que les tristes conséquences du système électoral de la démocratie. Négation patente du libre choix auquel un peuple souverain devrait avoir droit.
Dans un contexte réellement démocratique fondé sur le respect des principes délodistes, on pourrait imaginer, par exemple 6 mois à l'avance, une présélection officielle citoyenne basée directement sur les 10 personnalités préférées des Français pour potentiellement remplir cette fonction suprême, telle que révélée via un site officiel approprié au sein duquel chaque citoyen pourrait librement suggérer, dit nominer, et exprimer sa préférence par ordre décroissant, sans que personne n'ait besoin de se porter candidat. Mieux encore, les municipalités pourraient être utilisées pour collecter, fût-ce manuellement par souci de sécurité absolue, toutes les préférences spontanées de leurs propres administrés, transmises au niveau national au terme de la consultation préalable. Les réponses s'établiraient alors sur la seule base d'une notoriété avérée, médiatiquement débattue en toute transparence, d'une expérience de vie probante à travers maintes réalisations d'intérêt général, mais aussi en fonction de traits de caractère et de tempérament personnel largement connus, grâce aux nombreuses interviews auxquelles se prêteraient les intéressés, le cas échéant. Rappelons enfin que dans un tel contexte, le vote de type électoral aura le mérite d'être totalement ouvert et non plus restreint par une quelconque présélection partisane ou autre candidature individuelle, les pressentis ayant par ailleurs la liberté de rester dans la course ou de s'en retirer avant l'étape suivante. Assez logiquement, seules des personnalités déjà connues du grand public et passablement habituées au contact médiatique seront susceptibles d'être spontanément pressenties par les électeurs, sachant qu'être un personnage public avéré constitue la condition préalable pour assumer une fonction présidentielle éventuelle. La notoriété en question pourra supposer n'importe quel parcours professionnel, sans pour autant exclure les responsables politiques ou administratifs du moment, ni les personnalités économiques, sociales, culturelles ou sportives, ni qui que ce soit d'autre parmi tous les citoyens ainsi rendus éligibles. La probité et l'intégrité étant des conditions sine qua non d'éligibilité en contexte délodiste, il paraîtra indispensable que ces premiers choix préalables se portent sur des pressentis irréprochables, jouissant d'un casier judiciaire vierge, faute de quoi l'intéressé n'aurait aucune chance d'être parmi les finalistes. De même, une compétence minimale en anglais pourrait être considérée par les citoyens comme un avantage souhaitable en situation de contact international, ne serait-ce que pour éviter le spectacle ridicule de tant de balbutiements présidentiels devant les caméras étrangères. Cela dit, contrairement à ce que certaines élites pourraient croire, l'essentiel résidera à coup sûr dans les qualités individuelles de chaque présidentiable pressenti, pour utiliser un terme plus exact s'opposant au pléonasme du candidat volontaire ou déclaré. Le bon sens majoritaire, enfin libre de s'exprimer démocratiquement, se portera spontanément sur des individualités de haute moralité et de caractère beaucoup plus équilibré que les piètres personnages politiques jusqu'à présent élus par quelques fausses majorités. Cette évolution délodiste éclaircira également le malentendu politique qui dérive de la pseudo-démocratie et fait croire à tort que le peuple ne serait capable d'élire qu'un populiste extrémiste et caractériel à la façon d'un Donald Trump ou d'un Boris Johnson. En effet, les démagogues caricaturaux des tendances les plus extrêmes ne doivent leur élection occasionnelle qu'à l'incurie patente et aux propres excès des partis dits de gouvernement, dont la politique mensongère trahit systématiquement l'intérêt majoritaire du peuple au profit d'une minorité. Le choix populiste n'est dès lors qu'une vaine protestation, un refuge désespéré en réaction contre la malhonnêteté systémique de la Constitution et les abus devenus intolérables de ceux qui en profitent, jusqu'au point parfois critique de répondre à la dictature oligarchique par la démocrature, en élisant de temps à autre un gouvernant encore plus imprévisible que ses prédécesseurs. Ce type de populisme bien peu recommandable n'a rien à voir avec la saine popularité acquise par un parcours individuel avéré aussi remarquable qu'exemplaire. Par ailleurs déconnecté de tout calcul politique, puisque l'organisation même des pouvoirs en régime délodiste fera disparaître à jamais les mythes puérils de l'homme providentiel, du père ou de la mère de la nation, voire de quelque autre guide suprême, les citoyens délodistes n'étant plus des enfants, mais des adultes. Dès lors que le nouveau cadre constitutionnel sera juste et propre à apaiser toutes les surtensions entretenues jusqu'à présent, les citoyens pressentis et majoritairement proposés
feront montre de qualité réelle sans commune mesure avec la plupart des politiciens d'aujourd'hui, car les raisons mêmes de mentir ou de manipuler auront totalement disparu du paysage politique. Libérés de l'observation des manœuvres et bas intérêt, hélas, toujours à l'œuvre dans le processus électoral et partisan habituel, les médias pourront enfin se concentrer sur les seules qualités personnelles de tous les présidentiables pressentis, lesquels deviendront autant d'exemples ou de modèles pour la nation, tandis qu'en l'absence de pouvoir et de responsabilité en cas d'élection finale, les dits pressentis n'auront aucun besoin de vendre un quelconque programme, ni de faire de fallacieuses promesses aux relents amers de démagogie politicienne. Ainsi, au lieu d'être un candidat, au final élu par défaut comme si souvent, le président ou la présidente d'élodiste sera une personnalité choisie, invitée par une digne popularité à représenter tous les citoyens, ce qui lui sera d'autant plus facile à accomplir que le dit chef d'État ne dépendra plus d'aucun parti, tandis que sa philosophie et ses convictions personnelles, voire sa libre appartenance à telle ou telle mouvance, ne pourront plus avoir d'effet négatif sur ses concitoyens. Dans ce contexte de désignation populaire directe, la préférence majoritaire se détournera spontanément des caractères par trop clivants au profit de personnalités exprimant la quintessence des valeurs républicaines, entre autres via la tempérance individuelle observable tout au long de leur parcours. Cette présélection populaire, nécessairement accompagnée par les médias afin d'explorer le passé et le présent des présidentiables ainsi pressentis de par leur utilité commune tout aussi exceptionnelle que méritoire, devrait en effet permettre aux citoyens de s'écarter de tous les ambitieux autoproclamés, à la faveur de néo-personnalités complètes et nettement plus équilibrées que la plupart des leaders politiques actuels, tandis que les lobbies politico-économiques, n'ayant plus les moyens de voler une élection partisane pour s'arroger un pouvoir abusif désormais impossible, se contenteront de participer au même titre que n'importe quelle autre association ou regroupement de citoyens. Cela suppose de confirmer au passage le rôle du monde médiatique, lequel est de toute façon inévitable quel que soit le contexte, sachant ici que la présélection citoyenne universelle et la multiplicité des moyens de communication empêcheront d'imposer un quelconque candidat douteux, et ce, d'autant plus facilement qu'il n'y aura plus le moindre enjeu de pouvoir essentiel correspondant à cette unique position politique. Enfin, les personnalités retenues proviendront de n'importe quel horizon socio-professionnel ou culturel, au travers d'une diversité de parcours incomparable par rapport à l'actuelle surdomination des énarques. Avocats, médecins, dirigeants ou affairistes du paysage politique habituel, et l'autorité morale de la personne ainsi choisie sera pleinement respectée en raison même de la quasi-neutralité institutionnelle de son rôle à venir. En résultat logique des réflexions qui précèdent, notons qu'en matière de société politique, l'équilibrage des pouvoirs que suppose la démocratie totale impliquera la réduction du pouvoir de celui ou celle qui se trouvera au sommet, en contrepartie de l'atomisation de la liberté de décision entre tous les citoyens. S'agissant de la sphère publique, cette logique démocratique s'oppose à la situation du secteur privé, où l'autorité du chef fait partie intégrante de la liberté d'entreprendre, dans la limite de tout ce que suppose la responsabilité qui l'accompagne, et selon les critères objectifs que tentera bientôt de définir le livre 2 des Tempérants. Dans l'économie libre du marché de la société civile ou privée, la verticalité descendante du pouvoir doit toujours se mériter par la réussite de l'expérience individuelle pour ainsi justifier une inégalité positive propice à un progrès, si possible, sans les abus à définir grâce à la suite de ces réflexions, tandis qu'inversement, à travers la vie sociale publique ou collective, l'égalité absolue entre les citoyens suppose une verticalité ascendante aboutissant à la réduction du pouvoir au sommet de la pyramide sociétale. Cette différence notoire entre les pouvoirs des secteurs publics et privés, dans le sens le plus large possible de ces deux appellations, nourrira une réflexion plus concrète en abordant bientôt le domaine socio-économique du livre 2 susmentionné. 6. La sélection présidentielle finale. La présélection citoyenne ayant permis à chacun de classer selon sa préférence personnelle ses dits présidentiables pressentis, on peut en déduire, au terme de cette phase préliminaire, la sélection finale des 10 personnalités les plus appréciées des Français,
dès lors jugés aptes à les représenter en tant que président, non sans tenir compte, bien sûr, du refus éventuel et officiel que certains pressentis pourront exprimer entre-temps. Dès lors, en fonction du choix des futurs constituants, la grande finale nationale, sous forme d'élections classiques ou de simples votations plébiscitaires ou pétitionnaires, permettra de choisir entre les 10, les 5 ou les 2 personnalités arrivées en tête de la présélection nationale, soit pour se contenter d'une majorité relative entre plusieurs pressentis, soit pour atteindre une majorité absolue entre 2 seuls finalistes. En l'occurrence, la légitimité sera la même dans les 2 cas, et de toute façon sans conséquences politiques préjudiciables, en l'absence de tout pouvoir excessif de la personne choisie, dont le rôle sera finalement assez proche de celui d'un roi ou d'une reine en régime parlementaire, à l'instar des monarchies européennes d'aujourd'hui, et à cette différence près qu'il s'agira d'un souverain non seulement temporairement élu, mais populairement choisi pour un mandat limité, renouvelable ou non, au gré de la préférence majoritaire. La transparence de cette sélection par élection-désignation ainsi totalement ouverte devrait même pouvoir s'accommoder d'un nombre illimité de mandats, si tel est le libre choix des citoyens. Ainsi voyons-nous à quel point le juste respect de la seule source légitime du pouvoir politique, jusqu'à présent vainement supposé par la Constitution de 1789, et la proclamation des droits de l'homme et du citoyen, bouleversera utilement les données habituelles de l'histoire en permettant au nouveau leader national d'acquérir une toute autre qualité de pouvoir politique en tant que garant de la nouvelle Constitution et représentant officiel de la République. Dans les limites prescrites par la Constitution délodiste à venir, la présidence pourra dès lors acquérir une autorité morale incontestable, à la façon d'un juge suprême, endossant à ce titre l'aura morale d'un Conseil constitutionnel, par ailleurs devenu quasiment inutile, car désormais remplaçable par les assemblées semi-référendaires. En ce sens que cette néo-présidence deviendra également l'oreille la plus attentive de la République vis-à-vis de tous les citoyens. Outre sa fonction de représentation internationale, en coopération directe avec les ministères impliqués au cas par cas, et grâce à une totale neutralité politique personnelle, attestée par une popularité plus méritée que jamais, la présidence délodiste sera de fait idéalement placée pour ainsi prendre le pouls de la population, veiller à ce que tous les intérêts minoritaires soient bien respectés, promouvoir la transparence du débat démocratique sur chaque nouvel enjeu de société, mais aussi accueillir et examiner, via ses propres services officiels, les doléances éventuelles concernant le moindre dysfonctionnement des rouages démocratiques nationaux, ne serait-ce qu'en complément direct des tribunaux ou autres juridictions appropriées. Car compte tenu de la nouvelle répartition des pouvoirs législatifs et exécutifs directement assujettis aux citoyens, grâce au rôle semi-référendaire des assemblées régionales périodiques, cette présidence pourra endosser les prérogatives nationales et internationales précédemment citées sans plus jamais avoir à se préoccuper directement d'un gouvernement devenu et maintenu légitimement majoritaire, car désormais entièrement assumé par l'Assemblée nationale déléguée et ses commissions ministérielles sous contrôle législatif référendaire ou semi-référendaire constant. Concernant tous les autres aspects du pouvoir présidentiel, autant que les relations procédurales entre l'Assemblée nationale déléguée et les assemblées régionales, les citoyens constituants auront à mettre sur pied tous les mécanismes constitutionnels précis propres à optimiser le nouvel équilibre politique délodiste, non sans l'assistance technique de spécialistes de toutes tendances ou écoles en droit public, et devront, entre autres choses, détailler les divers pouvoirs et procédures concernant, par exemple, la sécurité nationale, dans un cas particulier d'urgence absolue, mais aussi la possibilité ou non de référendum d'initiative présidentielle, de destitution présidentielle via l'Assemblée nationale déléguée, voire aussi de dissolution de cette dernière par décision présidentielle ou par initiative collégiale des assemblées régionales, quoique ce tout dernier scénario possible paraisse aussi peu pertinent que probable, compte tenu du contrôle citoyen permanent qui s'opérera sur toute décision politique. Enfin, au terme d'un mandat dont la durée précise sera choisie par les constituants, chaque président redeviendra un citoyen ordinaire, sans le moindre privilège particulier vis-à-vis de ses concitoyens,
quitte à être désigné à nouveau librement par ces derniers s'il a donné entière satisfaction et si la constitution d'élodiste prévoit la possibilité de 2, voire de plusieurs mandats, comme envisagé plus haut. Après tout, le peuple pourra certainement se réserver le droit de s'attacher librement à une personnalité jugée idéale pour cette fonction, aussi longtemps qu'il ne trouvera pas une meilleure individualité propre à incarner les valeurs universelles de la République, et ce a fortiori sur la base de l'expérience réussie d'un mandat précédent. Ainsi, au gré de la préférence citoyenne, il pourrait même en résulter paradoxalement une relative stabilité de représentation présidentielle, en comparaison avec l'impopularité et la lassitude précoce qui suivent chaque pseudo-élection dans le cadre non démocratique qui prévaut encore aujourd'hui. 7. Quid des maires? Par un étrange besoin de symétrie, on est en droit de se poser la question de la personnalité incarnant la commune à son échelle locale, car le fort lien unissant un maire à ses administrés contient une charge affective d'une intensité certaine, comme en témoigne statistiquement la popularité de la plupart des maires, en vif contraste avec l'éloignement psychologique et l'impopularité de presque tous les autres élus. En effet, de par la proximité de sa présence physique et la relativisation pratique des enjeux idéologiques à l'échelon local, un maire dévoué gagne peu à peu un capital précieux de sympathie populaire qui dépasse largement son support politique électoral. Et ce phénomène assez naturel traduit visiblement un besoin traditionnel d'incarnation communautaire, dans un curieux effet de miroir avec l'échelle nationale républicaine, telle que physiquement agrégée en une personnalité présidentielle. Toutefois, en raison de la démocratie si incomplète du système électoral et partisan, le maire et son équipe ont trop souvent l'occasion de s'imposer à grands coups de manœuvres politiciennes douteuses et autres clientélismes borderline, afin de verrouiller les rouages de la vie locale au profit de leur seule carrière et de s'approprier à long terme une domination indûment pérennisée. Ces barons locaux sont tolérés et réélus dans la mesure où leurs actions concrètes satisfont une partie non négligeable des électeurs, mais plus encore parce que leur pouvoir de communication et leurs soutiens financiers locaux font barrage à toute alternative démocratique, tandis que leurs qualités éventuelles sont bien vite ternies et dévoyées par une ambition politique égoïste en proportion directe de l'importance de la municipalité à gérer. Dès lors, outre l'assainissement politique radical qu'autorisera la démocratie locale directe à l'échelon communal, en interdisant de facto toute surdomination individuelle ou clanique, et à l'instar de la solution suggérée dans ces pages pour sélectionner le président de la République, pourquoi ne pas imaginer un processus semblable, non pas électoral mais pétitionnaire ou quasi plébiscitaire à l'échelle de la commune, s'il faut encore respecter ce besoin visiblement symétrique d'identification personnalisée? Dans un tel cas, le néo-conseil municipal étant de toute façon composé de citoyens habilités, dûment tirés au sort afin d'éviter toute déformation partisane du principe démocratique, le maire pourrait être suggéré par les citoyens eux-mêmes parmi les 5 personnes pressenties comme étant les plus aptes à incarner la communauté locale, en lieu et place d'une élection interne au nouveau conseil municipal installé par tirage au sort. Grâce à cette option possible, laissée au choix des constituants, le maire serait à coup sûr une personnalité remarquée pour ses qualités humaines autant que pour ses réalisations locales dans quelque domaine que ce soit. Au lieu d'être un citoyen anonyme tiré au sort puis élu par ses pairs selon la version d'élodiste jusqu'à présent retenue, ou un chef de clan autodésigné via les processus électoraux et partisans en vigueur jusqu'à présent. Le choix reste entier, au seul gré majoritaire des futurs tempérants, sans le moindre risque d'incidence négative sur le fonctionnement démocratique de la commune d'élodiste. Cela dit, puisque le besoin de leadership spécifiquement incarné semble perdurer par l'habitude d'une nécessité psychologique incontournable, en invitant spontanément des pressentis non-candidats dans le cadre d'une présélection populaire, pour conclure ensuite de la même façon le choix définitif du maire ou du président parmi les finalistes acceptant l'invitation citoyenne, le principe de désignation subséquent permettra d'identifier la démocratie locale d'un côté et la République tout entière de l'autre, via une personnalité d'exception dont les qualités humaines seront garantes d'une exemplarité individuelle indéniable.
tant il paraît essentiel d'éviter toute solution procédurale encourageant les égoïsmes et autres intérêts partisans ou minoritaires si caractéristiques des pseudo-démocraties prétempérantes et de leurs élections précontraintes. De plus, on peut aisément imaginer les spectaculaires économies de temps, d'argent et d'énergie humaine que ce processus citoyen désormais direct autorisera comparé aux habituels gaspillages des campagnes électorales, outre de réels avantages écologiques collatéraux. Ces personnalisations affectives d'ordre moral, puisque sans nul doute basées sur les hautes qualités avérées des dits pressentis, n'auront aucune conséquence négative sur le bon fonctionnement des pouvoirs, tant locaux que nationaux, compte tenu de la répartition effective des responsabilités, et auront pour avantage d'aspirer vers le haut autant que d'inspirer vers le mieux les comportements de l'ensemble des citoyens, en leur montrant que l'intégrité et l'altruisme, appliqués à la réalisation de nobles ambitions d'intérêt collectif via la conscience sociale que cela suppose, peuvent à terme aboutir à une consécration locale ou nationale pleinement méritée. Autant dire à quel point la boussole d'élodiste nous accompagne, là aux antipodes de la triste réalité des enjeux politiciens si nocifs aux villes moyennes et aux grandes métropoles, tout comme à la nation républicaine jusqu'à son plus haut niveau. Enfin, il est à souligner que ce besoin d'incarnation collective ne semble curieusement pas concerner les étages intermédiaires du pouvoir départemental ou régional, ni même celui du pouvoir le plus central de l'Assemblée nationale déléguée. Ces strates, pourtant apparemment si essentielles au fonctionnement adéquat de l'horloge républicaine, sont un peu à l'image du savant mécanisme d'une montre à aiguille, dont seul le cadran et le bracelet flattent l'œil du propriétaire la plupart du temps. De fait, les citoyens n'ont que faire d'identifier un président de conseil général ou de région et ignorent ou confondent souvent les noms et visages des députés, des sénateurs, comme de la plupart des ministres, malgré le matraquage médiatique quotidien des radios et chaînes d'infos en continu, lesquelles se concentrent plus encore sur les principaux cadres ou leaders de partis politiques briguant un destin national. Ces pouvoirs intermédiaires ne sont pas en cause quant à leur raison d'être technique tant qu'ils sont considérés comme nécessaires au système, a fortiori en ce qui concerne ici les structures regroupées en assemblées. Mais leur nature fonctionnelle n'inspire pas d'affect citoyen digne d'une quelconque personnalisation, et cette dernière ne semble décidément pas essentielle à l'efficacité du travail accompli. Il en résulte qu'une désignation des responsables et membres de commissions par voie d'élection ou de tirage au sort interne devrait amplement suffire sans besoin d'impliquer l'ensemble des citoyens correspondants pour une représentativité individuelle inintéressante, et ce, jusqu'au point de pouvoir même changer indifféremment de président de séance à chaque réunion par tirage au sort, voire par ordre alphabétique, dans le cas des assemblées. Cela est d'autant plus logique que ces corps démocratiques intermédiaires gagneront à rester aussi égalitaires que possible entre tous leurs membres, afin de favoriser la collégialité des responsabilités et des décisions via le travail collectif que suppose leur représentativité citoyenne directe, dépourvue de la moindre fonctionnalité partisane, du moins dans un contexte devenu délodiste. Ainsi peut se concevoir le chapeautage symbolique de l'édifice démocratique tempérant en la personne d'un maire et d'un président de la République aux deux extrémités complémentaires de la commune et de la nation, cette dernière devenant enfin intégralement républicaine, tandis que les étages fonctionnels qui relient ces deux pôles, constitués de citoyens délégués par tirage au sort et statistiquement représentatifs de la population, ou de citoyens à compétences spécifiques concernant l'Assemblée nationale, géreront concrètement le pouvoir en délégation directe ou en représentation semi-référendaire, pour mettre en pratique toutes les décisions et projets politiques majoritairement validés, selon les résultats obtenus par les propositions citoyennes ascendantes ou les propositions institutionnelles descendantes, assurant de la sorte un juste et constant équilibre entre le peuple entier et ses délégués législatifs ou exécutifs, présidence incluse. Première escale. Embarqué sur un coup de tête dans l'émotion de la juste révolte des Gilets jaunes, si révélatrice de l'injustice politique, économique et sociale qui prévaut encore en France comme partout ailleurs depuis que le néolibéralisme a séduit, corrompu puis carrément annexé le pouvoir politique,
En raison même de l'absence de démocratie digne de ce nom, nous venons de traverser d'une rive à l'autre le premier océan de ces réflexions citoyennes, en louvoyant d'abord timidement trop près des côtes, puis en digressant utilement sur l'Europe, avant de prendre enfin le vent du grand large et de l'avenir, en posant une à une les balises sécurisantes des principes délodistes pour le seul bien de la justice et de la paix. De chapitre en chapitre, à la façon intuitive et encore incertaine d'un petit poucet prudent, car désireux de retrouver son chemin, notre goélette républicaine a affronté tous les aléas d'une réflexion mixant le logique et l'empirique, nourrie de l'observation de la réalité historique pour mieux se projeter vers le futur d'une démocratie locale directe, respectant les droits de l'individu et de la société, fondation nouvelle et techniquement assainie d'une république enfin juste et forte, propre à éviter la corrosion ou corruption de ses rouages avec le temps. En prévisualisant les principaux progrès autorisés par une telle construction, d'Élodie Léverne et ses propositions citoyennes, dans les domaines les plus variés du quotidien, ont ainsi permis d'anticiper les avancées prometteuses d'une nouvelle société politique, sans élection, usurpant le libre pouvoir des citoyens, ni filtration déformante des partis politiques, sur la simple base de propositions et de décisions contrôlées de bout en bout par la préférence majoritaire la plus directe possible. Au fil de cette captivante traversée, le nouveau continent démocratique qui se dessine s'impose déjà comme étant le seul avenir pacifique possible pour toute l'humanité, indépendamment des cultures, des philosophies et des religions héritées d'un passé aussi nécessaire que révolu sous bien des aspects, à commencer par sa dimension politique. La soif de justice ou d'équité qui caractérise l'âme humaine suppose désormais le partage du pouvoir de décision, donc de la liberté de choix, entre des citoyens responsabilisés pour permettre enfin à chaque adulte suffisamment autonome, instruit et assumant pleinement sa citoyenneté, de participer au bien-être collectif comme au progrès de la civilisation, en évitant les abus de pouvoir de certaines élites tout autant que les manquements de devoir de certains assistés volontaires. Cela revient à faire coïncider le nouvel équilibre de la société délodiste avec le centre de gravité crucial que doivent constituer les classes moyennes dans le sens le plus large de ce terme, définissant ici une population à laquelle appartiennent 75 à 80, sinon même 85% de nos concitoyens, du moins encore potentiellement, c'est-à-dire à condition d'appliquer prochainement la recette tempérante du délodisme politique, sachant que la constitution correspondante ne sera complète et viable qu'en incluant au même titre les droits et devoirs socio-économiques et culturels qui vont de pair, lesquels feront l'objet de la suite de cette recherche. Car, bien que les rouages universels et l'architecture objective de la constitution délodiste idéale et pacifique soient encore l'objectif final des présentes réflexions, la véritable politique, au sens décisionnel de choix ou autre stratégie, loin d'être une science exacte, se définit plutôt comme une recette pétrie d'histoire et constamment adaptée au goût du jour selon les besoins du peuple dont elle est censée émaner depuis la remise en cause des pouvoirs autocratiques, nonobstant la rémanence ou la récurrence si mortifère des dictatures idéologiques, économiques ou religieuses dont les nombreux abus promettent jusqu'à présent des crises toujours plus fréquentes et douloureuses. Contre cette fatalité devenue insupportable, la démocratie locale directe constituera la seule recette universellement juste, propre à éviter désormais à notre avenir planétaire les hoquets inhumains de l'histoire passée et présente, la seule recette optimale pour satisfaire toutes les papilles du monde dans l'équilibre de ses saveurs ou valeurs, puisque permettant à l'égalité et à la liberté de se compléter parfaitement via l'obtention de droits socio-économiques, culturels et politiques, enfin constitutionnellement garantis et localement assurés. Les principes délodistes peu à peu élaborés dans les pages qui précèdent sont désormais disponibles pour être librement commentés, complétés, adoptés et finalisés le cas échéant par les constituants de la future République tempérante, si impatiemment attendue dans l'intérêt de tous nos concitoyens, y compris celui des premiers de cordée grisés par l'altitude au point d'en oublier leurs suiveurs. Cela dit, il serait prétentieux de proposer ici une constitution clé en main en court-circuitant la liberté de choix et les débats d'idées qu'impose une telle évolution, tout comme il serait prématuré d'en définir les détails
sans avoir étudié les données socio-économiques que la dite Constitution doit inclure, objet crucial du prochain volume des Tempérants, mais la route est déjà clairement tracée quant aux objectifs à atteindre et aux principes à respecter pour créer les conditions politiques de la justice et de la paix au sein des sociétés humaines à venir. La conscience citoyenne et populaire qui se révolte à juste titre contre l'illégitimité de fait des lois minoritairement imposées sur tous les continents n'attendait que la présente proposition d'élodiste pour se lever après s'être éveillée, tandis que la solution pacifique ici proposée devrait permettre à tous les peuples du monde de réclamer enfin leurs droits politiques imprescriptibles, en sachant désormais quel modèle il leur faut exiger pour un progrès sociétal et démocratique sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Reste néanmoins à peaufiner autant que faire se peut ledit modèle, en adossant sa face politico-constitutionnelle aux dimensions socio-économiques et culturelles de la pyramide sociétale à construire, laquelle n'atteindra l'objectivité de l'universel qu'en étant ultérieurement déduite via une observation de portée transhistorique. Décembre 2019.